Bienvenue au Musée des Beaux-Arts de Lyon, dans l'exposition Formes de la ruine, dont je partage le commissariat avec Alain Schnapp. Les visiteurs vont découvrir une exposition pléthorique, puisque nous réunissons près de 300 objets, des objets de la préhistoire jusqu'à des œuvres les plus contemporaines. C'est une exposition qui interroge la notion même de la ruine, puisqu'Alain Schnapp a souhaité en donner une définition qui dépasse strictement le sens occidental. L'exposition est rythmée autour de 4 grandes parties, 4 grandes thématiques. Une première autour de mémoire-oubli, une seconde autour de nature-culture, une troisième autour de matériel-immatériel, et enfin nous avons ajouté une dernière partie pour présent et futur. Nous avons tenté de donner une définition de la ruine, mais pas une définition substantive, la ruine c'est ceci ou cela, mais une définition que je nommerais structurale, c'est-à-dire que la ruine est un équilibre entre la mémoire et l'oubli, entre la nature et la culture, entre le matériel et l'immatériel. Si ces 3 conditions ne sont pas réunies, s'il n'y a pas un peu de tout cela, alors on n'est pas en face d'une ruine, on est plutôt dans le vestige, dans la trace. Les visiteurs sont accueillis par une petite esquisse d'un tableau d'Hubert Robert, qui était surnommé par ses contemporains Robert des Ruines. C'est une esquisse qui reprend un tableau très important qui est présenté actuellement au Louvre, qui est aussi une ruine anticipée, puisqu'il représente la grande galerie du Louvre en ruine. Et ce tableau avait été présenté au salon de 1796 avec un pendant qui proposait en fait un nouvel aménagement de la grande galerie. Et nous le présentons en regard d'une œuvre d'Anne et Patrick Poirier, des artistes qui ont aussi beaucoup travaillé sur le thème des ruines. Et lorsqu'ils étaient à Rome, ils ont commencé ce travail à la Villa Médicis. Et là, nous présentons une œuvre qui a été exécutée à Caprarola à partir des reliefs des sculptures des jardins du Palais Farnèse. La fascination des artistes et des hommes en général autour de la ruine, Chateaubriand l'avait déjà souligné, Diderot avant lui, c'est le fait que l'artiste ou le simple visiteur, nous nous projetons dans le passé en voyant ces vestiges, ces architectures détruites ou même parfois de simples objets. Et cela induit une réflexion sur la brièveté de la vie humaine. Donc les ruines, qu'on s'en occupe, qu'on les exalte, qu'on les méprise, qu'on les rejette, qu'on les ignore, elles sont toujours là. Il n'y a pas d'humanité sans ruines. Vous avez dans cette vitrine un polypied et les restes d'un animal fossile de très petite taille qui ont été ramassés par André Leroi-Gourhan dans ses fouilles dans les grottes d'Arcy-sur-Cure. Et donc il a trouvé dans un niveau, mis de côté, ces objets et quelques autres qui étaient en quelque sorte en rupture avec le niveau dans lequel il travaillait, dans lequel il y avait des débris de taille, des débris d'activité humaine. Mais là, ces objets ne sont pas des débris. Ils ont été ramassés parce que, pour celui qui les a observés, ils signifiaient quelque chose. Et donc j'ai tendance à penser que ça, c'est le degré minimaliste de la conscience de ce qui est la trace, le vestige, avant que la ruine ne s'affirme. On ramasse des choses parce qu'elles viennent de très loin, parce qu'elles sont bizarres, et peut-être, ça nous ne le savons pas, je le postule, parce qu'on a l'impression qu'elles sont là depuis très longtemps. Dans la vitrine d'à côté, vous avez des photos de la fouille réalisée en 1964 par mon collègue, le préhistorien José Garanger, sur un petit atoll du Vanuatu. Et vous voyez le plan de sa fouille, quelques vues de dégagement et les objets votifs. Pourquoi cette fouille est-elle extraordinaire ?
parce que Guéranger a été amené à travailler et à explorer cette petite île, parce que les chefs coutumiers lui avaient raconté une chanson de geste qui établissait que le premier fondateur de tout ce petit royaume avait été enseveli suivant un rituel très précis avec beaucoup de ses collaborateurs et de ses proches. Et donc les chefs coutumiers sont allés avec José Guéranger procéder à la fouille. Ils ont trouvé ces objets, ces squelettes en place, comme vous le voyez, ces objets votifs extrêmement discrets parce que c'est des civilisations qui n'ont pas beaucoup de moyens matériels. Et tout ça à travers une mémoire qui s'était gardée pendant près de 4 siècles. Car le carbone 14 a permis à Guéranger de dater cette sépulture du 15e, 16e siècle, et le récit qu'il a décrit a été relevé par un de ses collègues dans les années 60, c'est-à-dire 4 à 5 siècles plus tard. Donc la mémoire humaine, bien transmise, est un objet de protection du passé. Elle peut, en quelque sorte, se substituer à l'absence des ruines. Chaque fois que nous dégageons un site, que nous fouillons une structure architecturale, que nous dégageons une tombe, se pose la question: qu'est-ce qui nous autorise à faire ça? Comment le faire le mieux possible? Comment respecter l'environnement et les personnes qui vivent là? L'archéologue, c'est comme l'ethnologue, il vient pour 3 mois, 6 mois, peut-être 1 an. Certains reviennent toute leur vie sur le même site. Mais ils ne sont pas les habitants. Et donc, il y a toute une éthique de qu'est-ce qu'il faut dégager, dans quelles conditions le faire, pour ne pas porter atteinte à la mémoire des habitants, qui fait partie maintenant des devoirs de l'archéologie, de l'éthique du travail archéologique. Voilà, nous sommes maintenant dans une galerie qui réunit donc plusieurs vitrines où sont présentées à la fois des œuvres mésopotamiennes, égyptiennes et des œuvres qui relèvent des arts de l'islam. Et voilà, je souhaitais plus particulièrement vous présenter toute une série d'objets réalisés par l'artiste Michael Rakowitz. Michael Rakowitz est un artiste en fait d'origine irakienne qui habite aujourd'hui à Chicago, qui en 2007 donc apprend le pillage, le saccage du musée national de Bagdad au moment de l'invasion américaine en Irak, et il entreprend de reconstituer les objets qui ont été détruits, qui ont été volés. Et il le fait, alors il appelle ça non pas des répliques mais des fantômes, et il les exécute à leur taille d'origine, avec des papiers mâchés qui sont en fait des papiers d'emballage qui ont servi donc à protéger des denrées alimentaires venues du Moyen-Orient ou des papiers journaux, des journaux imprimés en langue arabe sur le sol américain. C'est une manière pour lui de réintroduire ces objets sur le marché de l'art. Beaucoup ont déjà rejoint d'ailleurs les collections de musées, et c'est une manière aussi bien évidemment de ralentir l'oubli, de préserver la mémoire. Ce qui est important de souligner, c'est qu'en fait, ces objets donc, sont accompagnés d'un cartel qui précise le titre de l'objet, sa technique, ses dimensions, sa datation, son statut, s'il a été volé, s'il a été détruit, et qui s'accompagne aussi de commentaires, soit d'archéologues, soit d'historiens, soit de témoins. Ces 2 peintures romaines, l'une d'Herculanum et l'autre toute proche de Castellammare et d'Istabia, sont la preuve de l'existence d'une conscience des ruines dans la peinture ancienne. On considérait souvent que les Romains n'avaient pas un grand attrait pour les ruines. Et ces 2 petits tableaux, en quelque sorte, illustrent au contraire un phénomène où la ruine est liée à l'image de l'humanité. Dans la première, sur votre gauche, un satyre s'approche d'une jeune femme pour l'embrasser. Et autour d'eux, des fragments, des restes, des vestiges. Et dans le second petit tableau que nous avons ici, il y a tout un paysage onirique de ruines qui jaillissent de collines, de rehaussement de terrain, de tas de terre un peu oubliées, comme une nature morte autour des ruines.
Et je pense dans la tension érotique du premier tableau et dans la tension mémorielle du second, il y a un peu toute une part des mécaniques de notre exposition et de ce que les romantiques redécouvriront avec Diderot et Chateaubriand quand ils se lanceront dans une esthétique et une poétique des ruines. Toutes ces peintures venaient de la décoration de maisons très riches qui révélaient à la fois les choix culturels et le niveau social des habitants de ces grandes maisons qu'on décorait dans la tradition qu'on a appelée ensuite pompéienne, avec un maximum d'informations mythologiques et esthétiques. Et il est intéressant que ces deux tableaux teints fixent un peu l'image de la ruine dans le contexte de la culture romaine. Cette œuvre illustre parfaitement la tension entre nature et culture qu'il y a dans beaucoup de représentations de ruines ou d'objets ruinés ou de monuments ruinés. C'est une toile de Mathieu Dubus, un peintre du XVIIe siècle, et il part d'un épisode biblique de la transformation d'une femme en statue de sel parce que la ville de Sodome n'a pas respecté la loi du Seigneur et qu'il se venge. Et quelques-uns des habitants ont le droit de s'en sortir vivants, mais ils ne doivent pas regarder la vengeance divine. Et cette femme s'est retournée et elle a été transformée en statue de sel. Alors ça, c'est, si vous voulez, la présentation générique de la tradition biblique. Mais Mathieu Dubus en a fait un paysage complètement onirique où on ne distingue plus bien ce qui est le corps humain, ce qui est la pétrification, ce qui est la nature et ce qui est les choses architecturées par des hommes. Donc ce tableau est un tableau qui figure des paysages de destruction et en même temps, quand on le voit d'assez loin, il ressemble à des pétrifications. Donc l'auteur a retourné l'adage qui veut que la ruine, ce soit le retour de la culture à la nature pour faire de la ruine une métadonnée qui vous emmène dans le cœur des processus naturels de pétrification et de destruction. Donc toute cette très rare esquisse, toute cette œuvre picturale est une réflexion sur la matière et la non-matière. Là, c'est un jeu de la culture, c'est-à-dire le peintre a voulu faire comme si c'était naturel. Et là, c'est un jeu de la nature. Ces pierres dites paysagées sont, à la Renaissance, sont récupérées par un certain nombre d'artistes qui les découpent de façon à faire ressentir que ce qu'on voit sur la pierre correspond à des architectures détruites. Et donc, le même travail est à l'œuvre dans les deux pièces qui sont présentées ici, mais l'une sous la forme d'une composition picturale classique extrêmement expressive, et l'autre sous la forme d'une récupération des jeux de la nature, du même genre que dans le désert d'Arizona, vous voyez des sculptures dues au passage du temps et des intempéries, et certaines ressemblent à des cathédrales ou ressemblent à des fortifications. Mais c'est un peu le jeu des pierres paysagines. Toujours dans cette partie nature-culture, dans une section que nous avons intitulée « Ruines et corps », avec une œuvre d'une artiste qui est Sophie Ristel-Hubert, qui était en Yougoslavie en fait en 1991,
mais qui est revenu sans pouvoir prendre des photographies qui auraient été capables de témoigner de la violence du conflit entre Serbes et Croates. Quelque temps plus tard, elle a l'idée, le projet, d'aller prendre des photographies à l'hôpital militaire de Paris de corps suturés, je reprends son expression, qui portent des cicatrices vraiment très importantes à la surface de la peau. Et c'est pour elle vraiment, ces images de corps ruinés sont à l'égal des territoires détruits qu'elle a traversés. La série Everyone, à laquelle se rattache cette image, comporte en fait 4 photographies qui ont une dimension monumentale, qui ont été réunies dans un tout petit livre. Et dans le petit livre, il y avait un texte très important de Thucydide sur la guerre du Péloponnèse. Donc nous sommes maintenant dans la 3e partie de l'exposition Matériel immatériel, dans une section que nous avons intitulée Le combat des mots et des pierres, devant une œuvre d'un artiste islandais, Rein Friðriksson, qui a réalisé cette œuvre entre 1975 et 2015 et qui a eu l'idée en fait de demander à ceux qui voulaient se prêter au jeu de lui envoyer des secrets. Donc il a collecté ces secrets pendant plusieurs années. Et à partir de 2015, il a décidé de les passer à la déchiqueteuse. Et j'aime beaucoup cette idée, je trouve que c'est une œuvre vraiment très très poétique, puisqu'elle emportera finalement avec elle ces secrets que l'artiste n'aura d'ailleurs jamais lus, donc il n'aura jamais pris connaissance. Et je trouve que cette œuvre dialogue très très bien avec les tablettes mésopotamiennes que nous présentons dans la toute première section. Un des points forts de notre exposition est d'essayer de réfléchir sur la part qui sépare le matériel de l'immatériel. Une ruine n'est pleinement une ruine que quand elle est devenue quelque chose d'incomplet, et cette incomplétude, nous la restituons par notre regard qui la fait ruine. Si ce regard n'est pas posé sur les objets ou sur les monuments, il n'y a pas de ruine. Regardez les grottes du Paléolithique, elles ont été perdues, alors leur mémoire en a été perdue après les derniers utilisateurs au Paléolithique supérieur, et il a fallu des millénaires pour les redécouvrir. Et le travail de Pascal Convert est à la fois un travail de piété et de mémoire, parce que dans la tension atroce qui sépare les Arméniens des Azéris, les Azéris veulent dépouiller la mémoire des grands sanctuaires ornés de pierres tombales de la tradition arménienne. Et Pascal Convert a été absolument choqué quand il a vu cette violence avec laquelle on démolissait dans les cimetières l'unique trace des personnes. Et il a eu l'idée de recourir justement à une technique à cheval entre le matériel et l'immatériel. Parce que d'un côté, il opère des moulages de ces objets qui sont en train d'être détruits ou qui vont l'être, et de l'autre, il utilise des procédés de restitution photographique très avancés. Et donc, dans cette combinaison entre la volonté de protection, la volonté de souvenir, le passage de la pierre à d'autres supports, il nous fait entendre la fragilité des œuvres et la relation intime qu'il y a entre ce qui est leur part matérielle et ce que nous sommes capables d'y voir pour les respecter, pour les analyser, pour les interpréter, et malheureusement dans ce cas, pour les détruire dans une volonté idéologique et politique. Donc le travail de Convert est véritablement à la suture de cette tension que la ruine produit entre ce qui est là comme un matériau et ce qui est dans nos têtes pour identifier ce qu'il signifie. Je vous présente maintenant une œuvre d'un artiste syrien, Khaled Dawa, une œuvre que nous avions découverte avec Alain Schnapp car elle était présentée en 2021 à la Cité internationale des arts.
à Paris. C'est une œuvre vraiment très impressionnante. Vous le voyez, une maquette qui représente en fait le quartier de la Ghouta à Damas, où il habitait, et qui a été totalement détruit. C'est une œuvre qu'il a commencé à travailler quand il a rejoint Paris, la France, en tant que réfugié politique. Il y a travaillé pendant plusieurs années, il y travaille encore, puisque l'œuvre vient de rejoindre les collections du Mucem à Marseille, mais l'artiste a obtenu de la part du musée la possibilité de retravailler cette maquette à chaque fois qu'elle sera présentée. C'est une sorte de reconstitution onirique de ce quartier qui a été totalement détruit, où il habitait, et où il évoque d'ailleurs en creux les proches qu'il a côtoyés, une manière peut-être pour lui de se reconstruire. Nous sommes dans la section présent-futur. Et cela peut paraître paradoxal de penser que les ruines pèsent sur notre présent et engagent notre avenir. Mais si nous considérons d'un peu plus près les œuvres du passé, nous voyons qu'elles sont toutes un appel vers cet avenir. Et cette œuvre, ce haut relief conservé à Munich et qui vient d'une villa romaine des environs de Rome du 1er siècle, il nous présente une des rarissimes figurations de ruines dans le monde romain. Au premier plan, un personnage, c'est un paysan, se promène avec tous les instruments nécessaires à son travail, avec sa hotte, avec des ovidés qui l'accompagnent, avec un bœuf. Et derrière eux, on voit à travers des architectures détruites, comme vous le voyez ici, il y a un grand trou dans le mur, toute une aire de sanctuaires qui sont à l'abandon, avec des instruments sacrificiels, avec des objets abandonnés, avec, comme vous le voyez ici, cet arbre qui pousse et qui repousse les architectures. Donc dans l'image que vous avez sous les yeux, tous les thèmes que nous avons suivis autour de l'exposition, en partant de l'opposition entre la mémoire et l'oubli, en passant par le rapport entre la nature et la culture, entre le matériel et l'immatériel, eh bien tout ça est en quelque sorte incarné par ce petit relief qui est vraiment un objet porteur de sens, qui nous dit que les Romains, en pleine ascension, au 1er siècle, l'Empire est au plus haut, presque au plus haut de son développement, ils pensent leur relation au monde qui va venir et ils regardent vers l'arrière pour tisser ce lien qui est nécessaire à la continuité. Notre perception des ruines a beaucoup bougé parce que le 19e et le 20e siècle, le 20e surtout, ont été des périodes de catastrophes et on a l'impression que le 21e va continuer. Et donc ces catastrophes ont montré la différence d'échelle, la combinaison des éléments naturels et des éléments humains, l'érosion générale de notre pratique de l'architecture, quand on voit des villes qui brusquement tombent dans l'oubli parce qu'on n'est plus capable de les entretenir, parce que la crise en a chassé les habitants. Donc la ruine, qui était peut-être un thème d'évasion et de remise en forme de soi-même au XIXe siècle, devient à la fin du XIXe siècle et au XXe siècle un élément de crise qui illustre sur les deux plans, toujours, de la nature et de la culture, des œuvres de la nature et des productions des hommes, la tension dans laquelle nous vivons et cette fragilité qui est au cœur même de notre pensée du futur et du passé.